Cité 21, on est très heureux de vous accueillir. Il est temps de laisser la parole aux parlementaires. C'est Ludovic Rochette, le président de l'AMF 21, qui va prendre la parole et qui va animer ce débat. Ludovic, je vous laisse le micro. Oui, merci. Bienvenue à toutes et à tous. On est sur un format qu'on avait voulu initier après les élections législatives. On avait reçu d'une manière un petit peu virile les nouveaux députés. Rémi, tu dois t'en souvenir. Et on avait donc décidé depuis 2017 de recevoir les députés, mais aussi les sénateurs, une fois par an. Et maintenant, on est dans le cadre de Cité 21, avec pour la première fois les sénateurs et les députés qui sont reçus ensemble. L'année dernière, on était sur deux plateaux différents. Alors, je vais avoir un mot déjà bienveillant pour les parlementaires. C'était un peu différent en 2017. Certains d'entre nous sont absents, mais parce qu'ils ont un gros dossier sur leur circonscription aujourd'hui dans le domaine économique. Et donc, voilà, ils nous rejoindront, c'est-à-dire Didier Paris et François Patrial tout à l'heure. Mais je voulais vraiment remercier de leur disponibilité Alain Houpert, qui est sénateur, Anne-Catherine Loisier, sénatrice, et puis Rémi Delatte, député de la 2e circonscription. Nous a rejoint aussi Vincent Martin, qui n'est pas parlementaire, peut-être pas encore, mais ce qui est surtout président de la FRTP. Et on avait un sujet qui était au départ tourné sur les territoires, les villes, les ruralités, les relations entre les villes et les ruralités. Mais juste avant, je me permettrai de demander à nos 3 parlementaires présents, et avant de donner la parole à Vincent sur un autre sujet, je voudrais avoir leur réflexion sur ce qui s'est passé hier avec la commission mixte paritaire suite aux positions contradictoires du Sénat et de l'Assemblée nationale sur engagement et proximité. Parce que les élus sont en attente vraiment de décisions fortes, notamment sur un dossier qui nous intéresse beaucoup, c'est la question de l'eau et de l'assainissement. Il y a des questions qui nous semblaient peut-être moins fondamentales sur les indemnités. Je vous parlerai peut-être de ce qu'a proposé la Commission. Mais pouvez-vous nous exposer votre regard sur ce qui a été, discuté hier en Commission? Rémi, tu commences? Rémi Delatte. Merci d'abord, Ludovic, de ton invitation. C'est vrai que le format est plutôt sympathique. Et il a cité les parlementaires. On pourrait citer aussi un parlementaire suppléant en ta personne, cher Ludovic. Effectivement, hier, c'était la CMP, donc commission mixte paritaire, qui réunit des membres du Sénat et des députés pour effectivement trouver un accord entre les deux chambres sur une version qui serait définitive. Et donc cette CMP s'est réunie hier, elle a été conclusive, c'est-à-dire et le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur un texte. Je ne vous cache pas que d'une manière générale, on aurait pu imaginer un texte qui soit plus ambitieux. En effet, on avait eu des annonces par le président de la République qui avait reconnu aux maires une grande légitimité, reconnaissant qu'ils avaient effectivement quelque part été malmenés et qu'il fallait s'assurer que les collectivités, les communes et les EPCI puissent retrouver davantage de liberté, davantage de considération, et puis avec tout un aspect autour du soutien, de l'accompagnement pour les maires au travers d'un statut. Malheureusement, ce texte ne va pas au bout des choses. C'est un petit peu l'habitude depuis 2 ans. Et on est resté un petit peu sur notre faim. Pour autant, je crois qu'il y a des signes tout à fait intéressants dans ce texte. D'abord parce qu'il ouvre quand même quelques souplesses au niveau des transferts de compétences entre les communes et les EPCI, les communautés de communes. Comme je le disais, si ça ne va pas assez loin, il y a quand même des signes qui sont intéressants, qui redonnent un petit peu effectivement de souplesse. On aurait souhaité, nous, personnellement, que la compétence eau-assainissement que tu as évoquée, Ludovic, qui est un point tout à fait crucial dans tous les territoires, partout. Il n'y a pas une communauté de communes qui n'est pas confrontée à des inquiétudes, des difficultés autour de ce transfert de compétences.
On aurait souhaité qu'elle redevienne une compétence optionnelle. Malheureusement, le gouvernement a été déterminé et ferme sur ce sujet. Il souhaite que cette compétence reste de toute façon obligatoire. Pour autant, il admet qu'il puisse y avoir des assouplissements. Ces assouplissements, c'est faire en sorte que les communautés de communes puissent subdéléguer aux communes membres de l'EPCI des compétences, tout ou partie des compétences. Donc ce qui, j'allais dire, ajoute à la complexité du dossier. Ça veut dire que la communauté de communes pourra décider de confier l'exploitation, de confier la recherche de la ressource, de subdéléguer le prix et ainsi d'avoir des situations complètement hétéroclites, différentes entre chaque membre de l'EPCI. C'est vraiment une usine à gaz, si on peut dire ainsi. C'est dommage parce qu'on a pensé à un moment que le ministre calerait, mais il n'en a rien été. Donc effectivement un certain assouplissement, mais qui ne va pas assez loin. Quant au statut du maire, qui était là aussi très attendu et qui aurait permis d'aller un peu à l'encontre de ce bashing permanent contre les élus, surtout qu'ils sont considérablement malmenés aujourd'hui. Et on a tous en mémoire, bien sûr, le tragique, j'allais dire, accident qui est intervenu dans l'été lorsqu'un maire a été agressé par des gens qui déposaient des ordures sur le territoire de la commune. C'est vrai qu'on attendait un signe plus fort. Le signe qui est arrivé, c'est uniquement pour les communes de moins de 3500 habitants qui verront leur indemnité, donc effectivement, un peu abondée. Et quand même un point important qui a été retenu dans le cadre de la CMP, c'est que les conseils municipaux n'auront pas à délibérer sur le montant de l'indemnité. Il sera considéré comme étant le montant maximum. Seuls ceux qui voudront avoir une indemnité moins importante devront faire délibérer leur conseil municipal. Donc ça, c'était aussi une attente qui avait été exprimée. Donc des points positifs, c'est sûr, mais on va encore une fois pas assez loin. Et j'ai envie de dire, c'est souvent le cas depuis 2 ans. Anne-Catherine, on en a fini avec les irritants? Parce qu'on a l'impression d'être encore un peu irrité là. Oui, je pense que en fait c'est vraiment. Enfin, moi je pense que c'est une loi d'entre-deux. Hein, ce qui a prévalu quand même dans les débats, c'est de dire on va peut-être pas tout changer maintenant, puisque comme il va y avoir une loi sur 3D, différenciation, décentralisation, voilà. Donc on va attendre cette loi pour faire de véritables changements et remettre tous ces sujets fondamentaux sur la table. Donc c'est vrai que pour nous sénateurs, on n'a pas voulu bloquer. Donc on a accepté un certain nombre de concessions, mais on voit bien que les sujets sont pas tranchés, quoi. Alors effectivement, la version initiale, c'était d'aller demander aux maires de faire prendre une délibération quand ils voulaient réévaluer leurs indemnités. Bon, tous les maires savent que ça se passera jamais, quoi. Vous voyez un maire qui va dire, qui veut se faire. Bon, donc on est revenu à des situations qui sont un peu plus réalistes. Par contre, voilà, sur l'assainissement, on n'a pas vraiment tranché. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que dans la logique et la philosophie qui aujourd'hui prend le dessus, c'est celle donc de la responsabilisation des territoires et d'une intercommunalité qui soit effectivement plus adaptée aux volontés, aux projets des territoires et aux acteurs. Et donc une intercommunalité, j'ose le dire, un peu à la carte, et qui fait confiance aux territoires et qui responsabilise les initiatives des territoires. On n'en est pas là et je pense que le rendez-vous, ce sera effectivement en 2022 à l'occasion de l'examen de la loi différenciation. Rémi, une petite précision et après Alain Houpert. Oui, je pensais qu'Anne-Catherine allait parler de la parité, mais comme elle n'en parle pas, donc une petite évolution sur la parité. Vous savez qu'il y avait des propositions du gouvernement de mettre la parité d'imposer la parité à partir de 500 habitants. Donc, en fait, on est revenu sur cette décision. La commission mixte est revenue sur la décision. On maintient 1000 habitants pour 2020. Par contre, parité à partir de 500 habitants pour 2026. Et il était question aussi d'une... Non, mais c'était juste une petite blague. Je veux dire que moi, effectivement, je suis pas favorable parce que moi, je préconise des listes 100% féminines. Bien, oui, ça c'est radical. Je vais essayer de m'en remettre, mais il y avait aussi une part dans les conseils communautaires
avec un miroir entre la part femmes-hommes dans le conseil communautaire et la part femmes-hommes dans l'exécutif. Alain, ton regard sur ça? Je ne suis pas député, mais je suis dépité. Parce que hier, nous avons eu cette CMP qui est parue aujourd'hui au journal officiel. Il a fallu examiner mot par mot. Mais dans la Constitution, vous savez, il y a l'histoire de la navette entre une loi commence à être étudiée soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et toutes les lois d'aménagement du territoire commencent par le Sénat. Et les sénateurs ont fait une loi qui vous ressemblait. Vous le savez, avec Anne-Catherine, on fait le tour des communes, on va tous vous voir. On a été votre messager sur tous les problèmes d'indemnité d'élus et cette fameuse compétence d'eau et d'assainissement. Et depuis 2 ans et demi, comme tu le disais, Rémi, on est dans une rigidité législative. On est dans une diarrhée législative, c'est le médecin qui parle, mais on est dans une rigidité législative où systématiquement ce qui sort du Sénat est complètement nettoyé, vidé de son sens, et ça devient insupportable. Voilà, c'était mon mot politique. Alors, Vincent... Je suis très heureux d'être à côté d'un aménageur du territoire, et je vois Francis Penquin. Je crois que ces gens-là qui construisent des routes, il faudrait construire une route entre l'Assemblée et le Sénat. Bien. Une route droite. Bon, ça c'est une autre question. Mais Vincent, dans les maires que je rencontre, là cette année j'en ai rencontré à peu près 300, beaucoup me parlent des projets qu'ils lancent actuellement. Et je voulais savoir si vous êtes encore dans la même crainte d'une année blanche comme celle qu'on a pu connaître lors des précédents mandats. L'impression que j'ai sur le terrain est une impression beaucoup moins alarmante que celle que l'on a pu connaître précédemment. Est-ce que tu as la même... Oui, tout à fait. On a, par rapport à 2013, fin 2013 et les prévisions de 2014, il est clair que globalement, la commande publique reste quand même à un bon niveau. Tout dépend ça dépend beaucoup aussi de la disparité. On parle d'ici de la Côte d'Or, de la métropole, de la Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois pour côtoyer d'autres régions aussi, globalement, on a une disparité. Mais même en Côte d'Or, il y a des disparités suivant les communes. Globalement, il est vrai qu'on n'est pas on n'est pas alarmiste comme on l'a été fin 2013, où tout s'est arrêté. 2014 a été le début de la descente. Je ne vais pas dire aux enfers, mais de notre profession. 14, 15, 16, ça a commencé péniblement à redémarrer en 2017, et puis plein pot 18, 19. Donc on est vraiment sur une phase, je dirais, alors je ne vais pas dire de progression, parce que ce n'est pas le cas, mais une phase de maintien. Et c'est vrai que dans l'état d'esprit, je crois qu'on a fait aussi, avec tous les entrepreneurs, on a fait aussi beaucoup de lobbying, grâce à notre fédération, sur la nécessité d'investir, la nécessité d'entretenir le patrimoine, parce qu'aujourd'hui, si on n'entretient pas notre patrimoine, ça coûtera plus cher demain. Et ça, c'est une certitude que l'on a. Et je crois qu'il y a une dynamique économique. L'économie va mieux, donc forcément, les élus se portent mieux. Et malgré ce qu'on peut entendre sur le taux de renouvellement important des maires, on a quand même une dynamique dans les communes, parce que on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut investir, il faut aménager le territoire, et que c'est lié directement à l'économie, que si on n'a pas d'investissement sur un territoire, évidemment, il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas d'économie derrière. Alors, avant de laisser peut-être une première salve de questions à la salle, je voulais avoir ton avis quand même, ton analyse sur l'impact sur les communes de la modification de la taxation sur le gazole non routier. Quelles sont les conséquences pour le bloc communal? Alors, les conséquences, on s'est battu, vous le savez tous, suite à cette réforme sur le gasoil non routier. On a obtenu, de par le gouvernement, un lissage qui va s'étaler sur une période de 18 mois, puisqu'il y a une première échéance juillet 2020, après janvier 2021, janvier 2022. Et on va évidemment, sur les marchés publics dont on est concerné ici avec les communes, on va le réimpacter via les indices de révision de prix. Et ça, ils vont être réévalués en fonction
justement de ces échéances. Donc forcément, c'est ce qu'on a dit aussi clairement lors de nos négociations, c'est qu'il fallait pas que ça coûte non plus à la collectivité, parce qu'on va encore mettre une charge supplémentaire aux communes. Il y a déjà peu de moyens, donc si en plus on les surcharge par cet impact-là, parce que on va pas subir évidemment nous ce qu'on nous impose aujourd'hui sur la taxation du gasoil. Donc évidemment ça va se répercuter. Donc le fait que ce soit lissé, ça va être de moins d'importance, mais en tout cas on a une prise de conscience sur la répercussion sur les prix. Alors il faut espérer que ce soit pas on va dire en contrepartie de moins d'investissement. Mais je crois qu'aujourd'hui, le message aussi on n'est pas allé frontalement sur ce sujet-là non plus. Et je crois qu'on a expliqué aussi, nous, auprès des collectivités, nos demandes, surtout qu'on ne pouvait pas subir nous tout seuls. Donc je crois que c'est un pari gagnant-gagnant entre les communes, entre les entreprises de TP, où en clair, on doit partager l'addition entre nous, quoi. Donc l'enjeu, c'est ça. Alors, on passe à des questions. Un micro va peut-être naviguer. On va vous demander de vous présenter. C'est surtout pour les personnes qui sont devant Facebook Live. Y a-t-il des questions? Je rappelle que les internautes peuvent aussi participer. On récupère les messages et on les fait parvenir. Il n'y en a pas pour l'instant. Bon, Anne-Catherine. Moi, j'avais juste un petit commentaire sur l'état plutôt satisfaisant, si j'ai bien compris, en tout cas des carnets de commandes, hein, qui se tiennent, voilà. Donc, moi, je pense que les collectivités, et singulièrement les communes, qui ont été confrontées à des baisses de dotation il y a quelques années, elles ont fait des économies et elles ont réussi, pour un certain nombre, à retrouver un certain équilibre ces dernières années. Elles ont diminué leurs dépenses, elles ont réussi à retrouver un certain équilibre et à se recréer des marges d'investissement. La question maintenant, c'est de savoir si, avec les nouvelles dispositions, et notamment celles qui vont impacter la taxe d'habitation, elles bénéficieront toujours d'une dynamique en fait de recettes qui leur permettra de continuer à investir et à investir massivement. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours une grande vigilance. Et puis enfin, et c'est moi qui l'ajoute parce que mais tu pourrais le faire tout autant, c'est qu'on a quand même en Côte d'Or la chance aussi d'avoir un département qui est très investi sur l'accompagnement, le soutien aux communes, et que ça apporte de véritables marges de manœuvre. Voilà, donc nous souhaitons tous que le département poursuive cette politique, mais qu'il ait aussi, parce que lui aussi est impacté par des changements de fiscalité, qu'il ait lui aussi dans les années à venir toujours la possibilité de soutenir l'investissement des communes. Le schizophrène que je suis ne peut être que d'accord. Vincent. Oui, je voulais juste compléter, moi, sur on a parlé de dotation, bon, c'est ancien maintenant, mais on a beaucoup insisté, nous, la profession, c'est les dotations sur le fonctionnement. Là, on parle d'investissement pour les infrastructures, notamment, et donc, je crois que c'était aussi la responsabilité de chaque élu de faire attention à leurs dépenses de fonctionnement, et il fallait de faire des coupes franches à certains endroits, ça a été fait. À certains endroits, mais pas partout. Il y a encore des marges de progression là-dessus, hein, pour donner de la marge de manœuvre pour l'investissement. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure des répartitions de compétences. Et je crois qu'on a une fameuse loi NOTRe qui fait partie de notre vocabulaire aujourd'hui. Et sur les répartitions des compétences, je crois qu'il faut aussi simplifier les choses. Parce que ça a été l'objectif quand même de la loi NOTRe, mais il faut, dans les centres de décision, les circuits de décision, il faut simplifier les choses, qu'on ait de la compétence de l'eau, qu'on ait de la compétence de la route, qu'on ait de la compétence du numérique, etc. Il faut simplifier les choses, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait 40 décideurs autour d'une table pour dire est-ce qu'on lance un projet. Il faut donner la compétence à une collectivité, à un donneur d'ordre qui va lui décider on fait pas, quels moyens on se donne pour le faire. Et je crois que nous on prône là-dessus, on a fait des démarches aussi au niveau national, et je crois que c'est très important parce qu'il faut vraiment de la clarification pour nous là-dessus, parce qu'il y a encore trop d'organismes qui gèrent un peu, dans une compétence globale, l'assainissement, qui vont gérer différentes étapes pour arriver à l'investissement et la décision
de lancer l'investissement. Je crois qu'il y a beaucoup trop de monde et il faut simplifier ça pour donner vraiment un sens aussi à la commande publique et à la décision. Et je pense que si un élu se prend de lui-même pour dire on investit sur telle ou telle fibre, on investit sur tel ou tel réseau, sur telle ou telle route, je crois qu'il faut pas être 40 à décider. Si une collectivité a la compétence, elle doit aller jusqu'au bout, chercher le financement, parce qu'il y a des cofinancements aussi possibles, et puis assurer qu'elle a les moyens de le faire, et puis mettre les équipes en fonction. Alors, Alain Houpert et puis Rémi Delatte. Oui, on a la chance aujourd'hui d'être à côté du président de la fédération et quand le bâtiment va bien, tout va bien. Bâtiment et les travaux publics. Mais la commande publique, on en a parlé, de la commande publique, 75% de la commande publique est faite par les collectivités territoriales, par vous les maires, par les communautés de communes, par les départements et par les régions. Et les jeux sont pipés parce que les dotations sont rognées, les compétences sont rognées. Nous arrivons en période préélectorale. Les maires qui sont ici, ce sont des gens responsables, qui sont à l'écoute de leurs concitoyens et font en sorte que leurs concitoyens aient des voies de communication agréables et favorables. Et ils jouent le jeu, Monsieur le Président. Les élus ici jouent le jeu et sont de votre côté. Et les élus, députés et sénateurs, l'an passé, ont réussi à écarter cette fameuse taxation sur le GNR lors de la commission de finances dont j'ai l'honneur de faire partie au Sénat. Et cette année, nous avons réussi à le lisser, mais c'est une catastrophe parce que les agriculteurs sont exonérés pour le moment. Mais dans 3 ans, ils vont passer dans la machine à broyer. Donc nous sommes dans une écologie qui est nécessaire, mais qui est punitive sur ce qui marche en France. Rémi? Oui, bien sûr, dire au président Martin qu'effectivement, nous sommes très soucieux de cette mesure qui aura des conséquences financières énormes. Tu l'as dit, Vincent, c'est 700 millions d'euros au niveau de la profession qui vont faire défaut. Alors que vous allez bien sûr répercuter sur vos facturations, mais avec toutes les incidences, bien sûr, que ça peut avoir derrière, en particulier sur la commande publique, comme l'a rappelé Alain Houpert il y a un instant. On sait par ailleurs qu'il y a toujours le cycle des élections qui fait que, au moment du renouvellement des équipes municipales, des exécutifs d'une manière générale, on a toujours des investissements qui ne s'engagent pas juste avant ou qui ne peuvent pas s'engager juste après les élections, ce qui crée une certaine inertie aussi pour toute votre activité. Mais il y a surtout, à mon avis, un aspect qui est tout à fait difficile et que pour vous, mesdames et messieurs les maires, vous ressentez probablement, c'est ce manque de lisibilité que l'on a sur l'avenir des recettes de nos communes. Quand on a subi déjà la baisse des dotations, de la dotation globale de fonctionnement telle que nous la subissons depuis 4 ans maintenant, quand on nous dit qu'il va y avoir le grand soir de la réforme fiscale pour les collectivités locales, on l'attendait, on attendait des signes forts d'ailleurs dans cette loi engagement proximité. En fait, on ne voit pas grand-chose arriver, sauf à nous dire dormez tranquille, on va vous retirer effectivement la taxe d'habitation, mais vous aurez des compensations de l'État. Dormez tranquille, attention, on perd un levier fiscal considérable, parce que ça veut dire que l'autonomie financière des communes, elle passera par le levier fiscal sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Ça veut dire qu'on va finalement couper le lien qu'il doit y avoir entre les concitoyens et leurs collectivités d'une part, et par ailleurs on va faire porter toute l'évolution des nouvelles recettes sur les propriétaires. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est complètement difficile à admettre. Et puis il y a l'exemple qu'on attendrait de l'État. L'État qui augmente, lui, ses dépenses, qui augmente sa dette et qui souhaite qu'on baisse effectivement la dette des collectivités territoriales. Comme l'a dit Vincent Martin il y a un instant, les collectivités territoriales, elles ont fait cet effort. Et heureusement, parce qu'autrement, les trajectoires de dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter, ou en tout cas qui ne peuvent que se stabiliser eu égard au fait qu'on nous donne toujours plus de compétences, et puis les recettes, par contre, qui en parallèle ont plutôt tendance à baisser, on a un effet ciseau qui sera dramatique pour demain, pour nos collectivités, d'une manière générale, demain. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vincent?
Merci. Vincent Delatte, maire de Varrois-Chéniaux. Alors j'ai bien entendu les parlementaires notamment parler de la taxe d'habitation. Rémi vient d'en parler. Mais il y a un élément dont j'entends pas beaucoup parler concernant la taxe d'habitation. C'est que le principe, c'est que nous allons donc au niveau des communes récupérer la taxe qui aujourd'hui est prélevée par les départements, que ce taux de taxe va s'ajouter après la transformation par le COCOR, qui est quelque chose de très subtil entre les deux, donc se répercuter en addition sur le taux communal, ça fera un taux global, qu'on va calculer avec ça le montant de l'impôt prélevé auprès de nos contribuables propriétaires dans nos communes, mais que pour autant, on ne touchera sans doute pas la totalité. Qu'il y aura encore une partie qui peut être reversée dans un fonds de péréquation, c'est-à-dire qu'on va taxer fort nos contribuables propriétaires et qu'on va verser pour les autres. Et franchement, la communication qui est faite actuellement par l'État n'est pas la bonne. Et je pense qu'il faut que vous, parlementaires, vous nous aidiez dans cette communication, à changer cette communication, et puis surtout faire en sorte qu'on n'ait pas apporté la taxation de nos contribuables pour des impôts qui partent ailleurs. Voilà. Alors, peut-être, tu évoques en fait compte une triple peine. Il y a la première peine, c'est la disparition de la taxe d'habitation. Mais la deuxième peine, c'est la compensation par la part fiscale du département. Et Anne-Catherine évoquait tout à l'heure les politiques de soutien départemental. Ce qui va remplacer va être une part de TVA. Certains départements auront sûrement des difficultés à développer des politiques de soutien à l'investissement suite à ça. Puis la troisième peine que tu évoques, c'est bien sûr nos craintes à chaque fois qu'il y a des fonds de péréquation, parce que ces fonds de péréquation, ils ont parfois des effets de seuil qui peuvent être destructeurs. Rémi. Oui, juste à dire à Vincent que je ne suis pas chargé par Édouard Philippe de faire sa communication. Je suis complètement d'accord avec toi pour dire, non mais quand je dis nous les parlementaires, mais tu as complètement raison et je crois qu'il devrait s'inspirer d'une meilleure communication, même dans d'autres domaines. Normalement, on verra, parce qu'on voit bien que parfois on nous fait des annonces qui ne sont pas forcément tenues au final. Normalement, la différence qui pourrait intervenir entre la recette de la taxe d'habitation des communes actuelles et donc le transfert de la taxe d'habitation département sur les communes, si on n'atteint pas le niveau de recette actuel, serait compensé par l'État. Je dis bien au conditionnel, parce qu'on est habitué maintenant à beaucoup de promesses qui ne sont pas toujours suivies des faits. Oui, donc il y a beaucoup d'hypothèses, c'est hypothétique, et puis en plus on sera dans un profil, je dirais, de stabilisation finalement de la recette et plus dans une recette dynamique comme celle qu'on avait avant. Donc de toute façon, l'autonomie financière ne sera plus au rendez-vous. Parce que les charges à côté vont continuer à augmenter. Oui, l'autonomie est réduite, mais Ludovic a parlé de triple peine. Et Rémi a dit que tout allait être reporté sur la taxe foncière. Donc c'est les propriétaires qui vont payer. Mais quand les taxes foncières augmentent, ça se répercute sur le loyer. Et qui va payer? C'est le citoyen. Donc tout le monde sera à la peine. Oui, Madame Dervier, maire de La Bruyère, je voulais savoir concernant la revalorisation de l'indemnité de maire. Je ne me représente pas l'année prochaine, en 2020, donc je ne suis pas concernée. Qui va financer cette revalorisation? Et bon, est-ce que les gens qui... Je ne sais pas si vous pourrez me répondre. Et de quel ordre? Pour les petites communes, voilà. Est-ce que vous êtes au courant? Et j'ai peur que ça soit, pour les maires, les futurs maires, ce soit une formule alléchante, peut-être au détriment du bon fonctionnement ou de l'implication de la commune. Voilà. Alors, je repasse de votre question pour refaire une autre question. C'est que on aurait compris que dans la loi de finances, cette charge nouvelle serait prise sur les dotations des départements et des régions. Alors c'est en débat, puisque c'est dans le PLF. Donc effectivement, sur ce sujet, le Sénat a proposé un amendement pour effectivement, que ce soit compensé par l'État.
d'une part, et non pas par les départements, parce que c'était quand même le comble que ce soit finalement les autres collectivités qui financent la revalorisation, la juste revalorisation des indemnités du maire. Et puis on a demandé l'abondement, parce que j'ai plus le montant exact de ce qui avait été inscrit initialement, mais c'était pas du tout à la hauteur donc d'une revalorisation de l'ensemble pour l'ensemble des petites communes. De mémoire, je crois que c'est les communes de moins de 500 habitants. Oui. Alors après, avec un certain nombre de paliers. Et donc on a demandé l'abondement de cette enveloppe pour qu'elle soit effectivement à la hauteur et qu'on ne vienne pas après dans un second temps redire on va demander au département pour compenser ce qui manque. Alors on a cru comprendre aussi, je me permets, que la fameuse indemnité du percepteur, c'est un vote toujours très agréable dans nos conseils municipaux. On vote de 0 à 100%. Bien l'année prochaine, il n'y en aurait plus. Dans le cadre de la réforme des services fiscaux, cette indemnité soit de droit, versée directement par l'État, mais prélevée 25 millions d'euros sur les dotations des collectivités, c'est-à-dire de transformer ce qui est possible en obligatoire. En tout cas, ça nous fait du bien. D'autres questions? Parce qu'après, je voudrais qu'on passe sur une phase un peu moins anxiogène. Juste une réflexion en boutade à ce que tu viens de dire. En fait, l'État nous remet toujours des dépenses supplémentaires sans nous donner en face la recette. J'ai envie de dire tout simplement, qui commande paye. Quand vous allez au restaurant, si vous commandez, vous payez en sortant. Et là manifestement, l'État nous en rajoute toujours sans nous en donner les moyens pour compenser. Oui, je voudrais dire à Odile que c'est dommage qu'elle ne se représente pas, on va la regretter. Mais je voudrais dire qu'un élu n'est pas le collecteur d'impôts de l'État. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et au-delà des impôts locaux, il y a le problème de l'impôt sur la fortune. On l'a concentré sur l'IFI. Et le problème, c'est que avec l'IFI élevé, qui est manifestement trop élevé, on le voit à Paris, on le voit dans les vignes, tous les biens de valeur sont vendus à des étrangers. Et ça, c'est un problème qu'il faut se poser. Quel est notre héritage? Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? N'hésitez pas à vous manifester pour les questions. Rémi, Anne-Catherine, Alain, vous avez comme point commun d'avoir été maire auparavant. Et j'aimerais, avec ce vécu de maire, mais aussi votre statut de parlementaire, nous évoquer le regard que vous avez sur le prochain mandat. Selon vous, quels sont les enjeux pour les communes, les intercommunalités, pour le mandat 2020-2026? Moi, il y a un signe qui a été donné dans le public tout de suite. Madame, alors Odile, j'ai cru comprendre, qui a dit je ne me représente pas, sous-entendu, j'en ai ras-le-bol. C'est très révélateur quand même de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois sur la charge, la responsabilité qui pèse sur les élus, la complexité qu'il y a aujourd'hui à mettre en œuvre des politiques et une certaine incompréhension, une ingratitude, je dirais même, de nos concitoyens qui considèrent que le personnel politique, je mets le maire dans le personnel politique au sens noble du terme, de la gestion, qui est finalement déconsidéré. Et je crois qu'on attendait justement des signes dans cette loi de proximité, d'engagement et de proximité. Et ces signes, on ne les a pas eus. C'est-à-dire de consolider l'élu pour faire en sorte que demain, puisqu'il est le gestionnaire avec son équipe de sa commune, il puisse être à la fois conforté dans sa responsabilité. Alors il y a un petit engagement au niveau de la responsabilité fonctionnelle qui sera accordée par la loi engagement proximité, mais qu'on aille beaucoup plus loin. Il y a l'indemnité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pouvoirs de police. Faire en sorte que le maire soit une personnalité respectée dans sa commune. Donc il y a bien des incertitudes, ça je peux le comprendre. En plus, on est quand même dans une société qui est aujourd'hui très repliée sur elle-même et l'engagement collectif, c'est quand même, on va dire, plus tellement la mode, hélas. Et on a besoin là aussi de donner des signes forts aux maires pour qu'ils acceptent de se réengager.
j'aurais quand même une petite réaction positive par rapport à la situation d'aujourd'hui. J'avais fait une petite simulation sur ma circonscription, 76 communes, et j'avais essayé de voir quels seraient ceux, il y a 6 mois, 1 an, quels seraient ceux qui se représenteraient, ceux qui ne se représenteraient pas. On avait regardé ça avec mon suppléant, cher Ludovic, et on avait dit il y a à peu près 60% qui ne va pas se représenter. Aujourd'hui, tant mieux, on a, on va dire, un peu moins de la moitié qui ne se représenteraient pas. Et j'espère qu'il y en aura finalement un peu plus qui accepteront de se présenter. Alors il y a une nouvelle loi qui va venir, hein, ce qu'on appelle la loi 3D, et qui doit intervenir au Sénat dès le printemps 2020. On espère que là, il y aura un nouvel acte de décentralisation très fort et qui donne des signes, j'allais dire, pour redonner le pouvoir, la décision au niveau des élus locaux. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que quelque part la loi engagement proximité, c'est un peu un rendez-vous raté parce qu'on espérait déjà celle-là. Donc maintenant, on va espérer dans les perspectives de la loi de différenciation. Donc on espère toujours, on est plein d'optimisme et c'est la force des élus des territoires. Alors moi, pour ma part, j'ai été maire jusqu'en 2017. Donc je pense que la difficulté auxquelles sont confrontés les maires aujourd'hui, c'est que par le passé, quand on faisait des efforts de maîtrise, on le disait, de ces dépenses et autres, avec la perspective d'un projet, d'investissement, on savait sur quoi on pouvait compter. Et on était effectivement dans un climat de cofinancement, parfois complexe et un peu d'enchevêtrement, mais où les collectivités étaient présentes, départements. Aujourd'hui, on fait des efforts pour mieux maîtriser ces dépenses, et pour la plupart, elles sont absorbées dans des dépenses et des transferts nouveaux. Donc c'est un peu une espèce de fuite en avant et de tonneau des Danaïdes. Et moi, je comprends qu'un certain nombre de maires s'épuisent. Voilà. Donc il y a eu effectivement des espoirs en disant ce gouvernement a pris conscience que la loi Notré était plutôt un élément de complexification qui a mis nos territoires sous cloche en rendant très compliqué toute initiative depuis 2-3 ans dans les communes et dans les intercommunalités. On va essayer de revoir ça avec la loi engagement et proximité. On va essayer de libérer les choses. Bon, moi, je trouve que ça fait un peu plouf. C'est un peu dur ce que je dis, mais voilà, il y a quelques avancées, mais on n'en est pas là où on souhaitait et où les débats de l'année dernière au Congrès des maires invitaient le gouvernement à aller. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on est candidat à une mairie, il faut peut-être plus que jamais avoir des projets en tête. Pour arriver d'abord à convaincre une équipe autour de soi, parce que ce que me disent beaucoup de maires, c'est que même parfois quand ils veulent partir, ils ont du mal à trouver l'équipe qu'il faut. Voilà, ils ont du mal à recruter et que 9, 11, c'est compliqué dans des petits villages. Donc voilà, il leur faut beaucoup d'enthousiasme et de capacité de leadership. Et puis après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra qu'il y ait de vraies discussions préalable au sein des intercommunalités. Parce que beaucoup d'intercommunalités se sont créées, on le sait, de manière forcée, donc sans projet, sans lien, sans cohésion. Et que ces intercommunalités, elles ont passé 2-3 ans à gérer des problèmes de fiscalité, mais pas des problèmes de projet de territoire. Voilà. Et donc, en fait, c'est quand même assez ingrat comme travail. Et ça, je pense, beaucoup démobiliser les acteurs des territoires. Je crois, comme le disait le président, qu'on a besoin d'actions collectives, d'intercommunalité, de compétences qui doivent être transférées parce qu'elles sont plus efficaces et mieux gérées en les mutualisant. Mais il faut qu'on ait des projets de territoire. Et moi, j'invite vraiment les intercommunalités à venir, à se mettre d'accord autour d'une équipe, mais d'abord autour d'un projet qui prenne aussi en considération les attentes des plus petites communes, parce qu'on entend aussi trop souvent, et on l'a entendu dans ces débats sur engagement et proximité, c'est que les petites communes, elles vont assister pendant des heures à des réunions de 150 personnes où on leur parle jamais de leurs problèmes à elles. On leur parle des quelques investissements qui concernent quelques grosses communes. Voilà. Donc, il faut retrouver et redonner aux acteurs et aux maires la capacité de changer, entre guillemets, la vie, de changer leur territoire et de participer à des projets de territoire. Ça me semble essentiel pour redonner le goût de l'investissement public. Après, et je conclurai là-dessus, on voit quand même que quand il y a de beaux projets, on arrive à les financer. Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment de retrouver des dynamiques de territoire et que on puisse faire
la part des projets singuliers. Et moi, je crois quand même beaucoup, effectivement, à ces démarches de différenciation qui existent d'ailleurs déjà dans certains territoires, comme en Bretagne, où les collectivités transfèrent un certain nombre de compétences, peuvent bénéficier de modalités de mise en œuvre facilitées, adaptées, pour vraiment coller aux réalités de leur territoire. Donc ça, c'est quelque part la reconnaissance de la capacité de l'initiative, du pouvoir d'impulsion des territoires. Et c'est ça, à mon avis, qui redonnera la confiance et l'enthousiasme aux élus. Oui, la loi NOTRe a créé une perte d'évocation auprès des maires, et les irritants de la loi NOTRe n'ont pas été effacés par la CMP, c'est dommage. Les intercommunalités et la fusion des intercommunalités avec ces méga intercommunalités qu'on voit ont complexifié les choses. Et on le voit sur tout le territoire. Quand on demande comment ça va, on nous dit ça se passe. Donc c'est que ça ne va pas. Donc une petite note d'optimiste, le maire reste malgré tout l'élu préféré des Français. Donc ça, c'est la note d'optimisme. Et souvenez-vous de la phrase de Georges Pompidou qui disait « Foutons la paix aux Français ». Et la confiance envers l'élu ne se décrète pas par la loi. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on foute la paix aux maires. C'est là la phrase. Vincent, Oui, qu'on foute la paix aussi aux entreprises aussi. Ça, je m'en doutais un peu. Non. Juste pour rebondir sur ce que Anne-Catherine disait, sur le fait que il faut redonner du pouvoir aux élus. Je crois que c'est valable pour les petites communes, c'est valable pour les plus grandes agglomérations qui regroupent aussi plusieurs petites communes, parce que je le dis souvent, je ne me fais pas des amis quand je dis ça, mais il faut le dire, lorsqu'on a des métropoles, grandes communautés d'agglos et communautés de communes, il est clair souvent, on s'aperçoit nous-mêmes que le maire ne décide plus, parce que c'est les services qui décident. J'ai rien contre les services, mais beaucoup de fois. Et j'ai rien contre les services, mais en tout cas, les services, ils doivent exécuter une politique. La politique, elle est fixée par l'élu. Les politiques sont fixées par les élus. Donc, moi, je prône ça. Je pense que beaucoup de mes confrères sont de mon avis, où je vois Francis qui est d'accord. Et je crois qu'il faut... on parle de transmission aussi de patrimoine pour léguer aux générations futures, mais il faut être responsable de cela, et c'est l'élu qui est responsable. Quand on parle d'élection, s'il y a une élection, certes, mais soit ça repart, soit c'est une autre équipe, mais on ne s'arrête pas, on met le compteur à zéro, puis ça repart à zéro, parce que sinon, on a souffert de ça, justement, des cycles électoraux. Vous vous rendez compte, là, on a un cycle électoral 2020, 2021, on a un deuxième cycle et un troisième cycle en 2022. Donc si à chaque fois on met les compteurs à zéro, je peux vous dire qu'on a du souci à se faire. Donc on sent moins cela sur les élections de 2020. Je pense qu'il faut là-dessus aussi avoir une responsabilité d'élu sur la continuité, même si c'est une autre équipe. C'est un projet communal et je dirais l'élu, il a tout le mérite de diriger cela. Mais la commune lui appartient pas non plus, donc elle appartient à la collectivité. Donc je crois que c'est aussi un engagement responsable de pouvoir poursuivre une politique pour l'avenir et pour justement bien gérer le patrimoine qu'on lèguera demain aux générations futures. Oui, donc j'ai pas de question particulière, mais c'est pour apporter un peu une réflexion sur la question, c'était comment on voit le prochain mandat. Donc Nicolas Bourny, je suis maire de Magny-sur-Tille, comme j'ai l'habitude de le dire, un village métropolitain aux portes de Dijon Métropole, 880 habitants. Moi, ce que je vois éventuellement pour mon troisième mandat, c'est qu'en fait, on n'a peut-être pas évoqué tout ce qui est transition. Transition numérique, la fibre, la 5G, transition écologique, et puis je dirais aussi transition peut-être démocratique. Justement, on cherche le rôle des élus, les intercommunalités. Donc tout ça, transition, ça veut dire que c'est des périodes relativement incertaines. Moi, j'avais suivi un colloque où on m'avait parlé du monde ICA, le monde incertain, complexe, ambigu. Donc les gens ont du mal à s'y retrouver dans tout ce foisonnement, dans toutes ces évolutions, et on a besoin de remettre de l'humain. Je dirais presque merci les Gilets jaunes, ceux qui nous ont remis un petit peu, nous les maires, dans le rôle. C'est-à-dire qu'on était à peu près les derniers à faire
le lien entre la réalité du quotidien, la réalité locale, et puis, je dirais, les grandes lois, les grandes décisions, qui d'ailleurs, ça ne sert à plus grand-chose de suivre les projets de loi. On attend que soit voté définitivement, tellement ça change entre-temps. Non, mais on en est venu là. Donc c'est vrai, c'est complexe, ambigu, on ne sait même pas dans quelle direction ça va. Et on nous demande de faire le lien. Mais moi, je rajouterais que peut-être ce n'est pas le rôle. Je ne prêche pas contre ma paroisse, contre la fonction, mais on a besoin vraiment d'équipe. Faire tout reposer ça sur la seule fonction d'un maire, même en revalorisant son indemnité, je pense que c'est un peu illusoire. Donc il faut une vraie équipe derrière. Donc effectivement, il y a maintenant de plus en plus des équipes salariées. Hein, c'est les employés de la commune qui montent en puissance, en compétences. Les intercommunalités, c'est une équipe aussi, quand les sujets sont complexes. Comment on fait la transition écologique tout seul dans son coin? Hein, c'est peut-être pas très responsable de la faire tout seul à son échelle. Ça commence aussi par là, vous inquiétez pas, j'ai créé mon AMAP dans le village, différentes choses, mais pour aller plus loin, pour aller une grande masse, il y a besoin de faire plus. Donc voilà, les intercommunalités, les équipes, et puis on parle du rôle du maire, mais il y a les adjoints, il y a s'entourer d'une vraie équipe complète. Et là, peut-être que le nombre de bénévoles, moins de 1000 habitants, il faut trouver 15 conseillers. Alors, comme j'ai l'habitude de leur dire, c'est vrai que sur 6 ans, statistiquement, il y aura un problème familial, un problème de santé, un problème de carrière professionnelle. Donc, il y en a qui sont disponibles les 3 premières années, qui y sont moins après, ou les 3 dernières. Oui, il en faut 15, mais il faut les faire travailler ensemble, l'équipe. Voilà, c'était juste une approche. Et c'est vraiment peut-être le travail collectif pour faire face à toutes ces transitions. Donc, ce n'est pas la loi qui forcément décidera de tout ça. Alors, je vais utiliser ton propos, Nicolas. Tu nous as parlé beaucoup de transition, donc je vais essayer de faire une transition. Et je vais utiliser ta commune, parce que ta commune est positionnée par rapport à un sujet que je voulais évoquer avec nos parlementaires. Tu as parlé du lien que l'on sait faire, mais je pense qu'il y a peut-être un lien que l'on a du mal à faire. Et je voulais avoir votre regard sur la difficulté, sur peut-être une petite carence que nous avons tous, c'est de savoir faire le lien entre les territoires. De quelle manière trouver plus de fluidité entre la ville et les campagnes? Comment trouver plus de liens entre les territoires ruraux? Voilà, je vous laisse avoir votre regard parce que ça va être sûrement aussi un des enjeux du prochain mandat, savoir enfin dialoguer entre toutes les composantes du territoire d'un département comme le nôtre. Je suis d'accord. Je trouve que l'intervention de Monsieur le maire était particulièrement intéressante parce qu'effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on vit une période de transition, mais accélérée. Voilà. Et elles vont très vite. Elles ne sont plus, je dirais, à l'échelle d'une vie. Elles sont à l'échelle de quelques années et elles sont fondamentales. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut plus penser quelques projets que ce soit sans le penser sous l'angle du numérique et sous l'angle de l'écologie. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord aussi qu'on est dans un nouveau cycle de gouvernance et de démocratie où elle doit être plus partagée qu'elle ne l'a été par le passé. Et tout à l'heure, quand je parlais du projet, c'est ça. C'est que c'est plus une personne, le maire ou le président qui va décider. Parce que derrière, il y a des ruptures, il y a des tensions et des clivages. Après, moi, je crois que les outils pour travailler ensemble, en fait, on les a. À chaque fois que je rencontre les élus de la métropole, je leur dis que ce serait bien de faire des contrats de réciprocité. C'est inscrit dans la loi, le rural et l'urbain, voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Et là, c'est la présidente des communes forestières qui vous parle sur l'approvisionnement des chaufferies en bois, mais il y aurait plein de choses à faire. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'eau, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Je regarde le président du Sésame et voilà, les autres acteurs de l'eau. On les a, les outils. On a constitué des pays, on les a gardés d'ailleurs, des contrats de territoire et autres. C'est aussi pour élargir le champ des projets. Voilà. Oui, je pense qu'il faut qu'on accélère, en tout cas qu'on change nos pratiques
Après, attention à ne pas encore rajouter des échelons, parce qu'au bout d'un moment, ça fait partie aussi de la difficulté de l'élu au quotidien, c'est qu'il doit se dédoubler, quoi. Il doit être partout, à la Comcom, dans toutes les commissions de la Comcom. Quand vous avez une petite commune qui a un seul élu, et il doit faire toutes les commissions, c'est mort. Il doit être au contrat de pays, il doit être... Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, mais que cette réflexion, elle ne pourra se faire qu'à partir du moment où il y a un projet, je reviens là-dessus, qui est identifié par territoire. Parce qu'après, on peut discuter. Et on sait sur quoi on discute. Voilà mon projet. Voilà, tiens, quelles sont les lignes de rapprochement. Donc je pense que la réflexion, c'est de redonner aussi du sens au travail de l'équipe qui sera en responsabilité. Nicolas a une belle commune. Ça a été un bon acteur du territoire. Tu as parlé d'Icare. Mais Icare, il s'est élevé trop vite et il en a perdu les ailes. C'est-à-dire que la cire a fondu. Et la transition, elle doit se faire progressivement. Et il ne faut pas oublier que l'élu, c'est le gardien et le passeur de la mémoire du territoire. Tu as parlé, Ludovic, du lien entre les territoires, mais il y a une injustice entre les territoires. Une injustice sur les dotations par habitant entre la ruralité et l'urbanité. C'est la première, il faudra trouver une péréquation. Parce que l'injustice, elle est partout chez les citoyens. Nous, dans les territoires ruraux, nous allons faire nos courses aux centres commerciaux de Dijon, où on paye notre TVA, on donne de la taxe professionnelle dans la métropole. Il faut aboutir à un véritable équilibre territorial, et il se fera par les dotations. Et au Sénat, on avait réussi à faire passer un amendement, et c'était votre serviteur qui l'avait fait passer à la Commission des finances, sur l'égalité des dotations entre les territoires. Mais malheureusement, le président Hollande a fait une commission présidée par un député, madame je ne sais plus comment, et tout est revenu comme avant. Voilà. Donc, le nouveau monde, c'est toujours l'ancien monde. Ça fait près de 20 ans qu'on est en fait dans une démarche où on pense que tout doit se concentrer autour des grandes villes et on a un phénomène de métropolisation qui certes peut avoir des vertus, en particulier si on doit se comparer avec d'autres grandes démocraties, d'autres grands pays, particulièrement en Europe, mais qui a inévitablement des inconvénients. Et on le voit bien, nous, par exemple, dans notre département de la Côte d'Or, où la moitié de la population est concentrée sur la métropole, donc sur une toute petite partie du territoire, alors que le reste du département donc est très vaste et est porteur malgré tout de beaucoup d'atouts. On est juste au niveau d'un stand qui finalement, j'allais dire, est assez évocateur. Dijon, alimentation durable 2030. Personne n'imagine aujourd'hui que parmi les 23 communes maintenant de la métropole, on puisse satisfaire effectivement une autonomie alimentaire, aussi vertueuse, aussi performante que soit l'agriculture et tous les professionnels qui tournent autour de l'agroalimentaire. Mais tout simplement, je crois que derrière ce slogan, il y a aussi une dynamique qui doit s'organiser en partenariat, en réciprocité, comme disait Anne-Catherine tout à l'heure, entre le territoire rural et la métropole. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu à un tournant, à la fois parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas tout mettre sur l'urbain, tout mettre sur la métropole, et ne rien laisser finalement aux territoires ruraux, et parce que c'est derrière des conséquences multiples, hein, bien sûr économiques, sociales, patrimoniales, bien sûr. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est obligé de rééquilibrer les choses. Et donc, je pense qu'il faut qu'on abandonne cette idée selon laquelle tout doit se passer à Dijon, quand je parle de Dijon, dans les métropoles de manière générale, et rien dans le rural. La mobilité, en ce sens, doit nous aider. Et on voit bien, on a la chance en Côte d'Or d'avoir un département qui est très présent auprès des communes, dans le territoire rural comme sur la métropole d'ailleurs, et ce qui permet là aussi d'organiser des liaisons qui soient les plus fluides possibles. Il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le numérique. Là aussi, le département a fait un travail considérable et le vice-président du conseil départemental ici présent, cher Ludovic, a beaucoup
peser justement dans ces décisions sur le développement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Et c'est tant mieux, parce que derrière, c'est des conséquences autour du télétravail qui permet de garder des populations en milieu rural et éviter ce flux contradictoire des véhicules le matin et le soir pour rejoindre la métropole ou regagner le soir son domicile. Donc je pense qu'on est à un tournant. Je pense qu'on devrait pouvoir demain assurer une meilleure harmonie, en tout cas une meilleure complémentarité entre les territoires ruraux et les territoires métropolitains. Catherine, vas-y. Catherine et Alain. Je pense que tout reste à faire. Parce que personnellement, et pour avoir été aussi conseillère départementale pendant quelques années, je pense que les territoires ont longtemps assumé cette fonction de péréquation et de solidarité ville-campagne, de par les compétences élargies qu'elles avaient sur l'ensemble du territoire. Moi, j'avoue que je m'interroge aujourd'hui, et notamment en l'occurrence pour la Côte d'Or, dans le modèle tel qu'il est avec une métropole, et on vient de le voir, qui a aujourd'hui des compétences bien identifiées et autres, et un département. Est-ce que demain, nous aurons toujours la même solidarité sur les mêmes secteurs essentiels? On a parlé par exemple tout à l'heure de la voirie et de l'investissement. On parle de l'investissement dans le numérique, un investissement majeur qui n'a pu se faire que parce qu'il y avait une vraie mutualisation, une péréquation en termes de fiscalité sur l'ensemble du département. Parce que si c'était que les territoires ruraux qui avaient dû payer leur investissement et leur infrastructure en fibre, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de mal. Voilà. Donc je pense que la question aujourd'hui, elle est vraiment au cœur des perspectives. Est-ce que demain, nous pourrons assurer une vraie solidarité et cette péréquation avec les outils que nous avons? Je vais m'additionner à Anne-Catherine. Le constat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a la métropole et le reste du département. Et on voit la confrontation. Et la confrontation, elle mène à rien. On voit la confrontation sur les compétences entre la métropole et le département. Et la métropolisation, c'est le contraire de l'aspiration des gens à passer plus de temps chez eux, avec leurs proches, avec le télétravail. Et c'est un peu, je m'additionne à ce que tu as dit, Rémi, c'est un peu le contraire de l'écologie, où on veut des circuits courts. Et tu as cité cet aller-retour entre le travail et la maison, qui devient un véritable problème dans le territoire côte-d'Orient et dans tous les territoires de France. Il va falloir travailler sur les communications. Les communications, c'est les routes, mais c'est aussi les routes du futur, la fibre optique. Il va falloir vraiment beaucoup travailler, ce que tu as dit, Anne-Catherine. Vincent, oui. Et puis moi, je finirai par une question de provocation. Oui, moi, je vais provoquer un peu, mais quand j'entends aujourd'hui, on parle de compétences, je l'ai dit tout à l'heure, la fibre, c'est un exemple. Il y a une collectivité qui s'appelle le département de la Côte d'Or qui a pris la compétence fibre et qui a dit je la déploie. Ça a été fait et aujourd'hui, il y a une personne qui commande, c'est le département, donc qui va alimenter la ruralité aujourd'hui parce qu'on met la priorité aussi sur la ruralité. Ensuite, je parlais tout à l'heure dans le cadre de la loi Notré les répartitions, mais ce que tu dis, Anne-Catherine, sur le fait il faut clarifier aussi qui s'occupe de quoi, ce que je disais, dans les communautés de communes, etc. C'est pas parce qu'il y a une métropole que dans les communes, qui ne sont pas d'ailleurs dans la métropole, il n'y ait pas une centralisation aussi des compétences. Mais je crois qu'on n'y est pas aujourd'hui. Et quand on parlait de l'élu qui a le pouvoir, il faut aussi faire un peu de ménage aussi sur les petites guerres de pouvoir, de petits chefs qu'il peut y avoir dans des différents domaines de compétences. Et je crois que c'est important de clarifier cela. Mais il faut... parce qu'on le voit, la métropole de Dijon, aujourd'hui, elle centralise beaucoup de choses. Et est-ce que les communes qui sont... les 23 communes, elles y trouvent un intérêt, c'est sûr. Mais après, pour flécher les projets dans des autres communautés de communes, c'est pas facile parce que, je répète, sur la clarification dans les compétences, c'est pas fait aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment, on parle de l'élu, mais l'élu a le pouvoir de décider aujourd'hui. Mais il faut lui laisser le pouvoir de décider. Voilà, la loi engagement, mais il faut lui laisser le pouvoir de décider. Et si on laisse le pouvoir de décider, après, ça fera vraiment, on aura gagné du temps.
et de l'argent. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Alain, je crois qu'on ne peut pas dire tout le temps les gens chez eux travaillent en télétravail. Aujourd'hui, on a besoin de mobilité. Je crois que c'est important. On a besoin d'infrastructures pour aller de son domicile à son travail et de belles infrastructures. C'est le cas de la Côte d'Or, je crois, aujourd'hui. Mais il faut pas dire tout le temps les gens chez eux en télétravail parce que on a besoin aussi de mobilité dans les entreprises. On a besoin de mobilité dans l'économie au sens large, quoi. Tout le monde a besoin de bouger. Alors, je redonne un petit coup la parole à Alain, et puis après, je pose une dernière question. Oui, pour terminer sur le numérique, qui est une clé technique, mais le télétravail n'est possible que s'il y a un écosystème économique en place. Et comme tu dis souvent dans tes discours, en parlant de Saint-Apollinaire, c'est l'esprit village. Il faut que nos villages vivent. On ne peut pas créer du télétravail dans des villages où il n'y a plus de commerce, où il n'y a pas de nounou, où il n'y a pas de médecin, où il n'y a pas d'EHPAD. Il faut travailler sur la métropolisation hors les murs, faire que nos villages redeviennent des villages et retrouver l'esprit village comme tu l'as fait magnifiquement dans ton village dans ta ville de Saint-Apollinaire. Alors juste pour finir, parce que c'est pas du tout une question piège, non. Mais ça va être néanmoins une question qui va être l'objet sûrement de peut-être de campagne électorale, on ne sait pas, mais les mois qui viennent, ça va bruisser un peu. Et puis je pense que le mandat suivant, c'est une question qui va être fondamentale. La commune nouvelle, est-ce que c'est un artifice? Est-ce que c'est quelque chose à géométrie variable qui peut être bien, qui peut être terrible, enfin grossièrement pour ou contre? Ou est-ce que la réponse est plus difficile? Je pense qu'il n'y a pas de réponse, j'allais dire, toute faite. Parce qu'il y a des situations qui sont diverses. Il y a des élus qui font le choix de s'engager dans les procédures de communes nouvelles. Et il y en a d'autres pour lesquels on aimerait bien qu'il y ait des procédures qui soient engagées. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. D'ailleurs, c'est valable en Côte d'Or particulièrement. On sent bien une certaine frilosité par rapport au dispositif, alors que dans certaines circonstances, il est vraiment justifié parce qu'il est porteur d'une meilleure complémentarité, d'une meilleure logique de territoire parfois. Et c'est un dispositif, à mon avis, qu'on devrait davantage promouvoir. Par contre, il y a quelque chose qui est essentiel et qui doit rester le fondement même de cette évolution, c'est que ce soit les élus qui décident. C'est-à-dire là où il y a volonté de la part des conseils municipaux, des maires, des conseils municipaux. J'en profite pour saluer ce que tu viens de dire, Nicolas, à propos de l'équipe. C'est vrai qu'il y a les maires, mais un maire ne serait rien sans son équipe. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental à rappeler. Là où il y a des équipes qui veulent effectivement des rapprochements, il faut les organiser, avec la précaution néanmoins de demander quand même à la population. Et l'idée de la concertation publique au travers d'un remembrement, je trouve plus le nom du coup, un référendum. Merci Ludovic, d'un référendum à l'échelle des communes concernées est tout à fait pertinent. Moi, je suis assez favorable à cette ouverture, encore une fois, dès lors qu'elle est, comme l'a dit Vincent, la responsabilité des élus. Et j'en profite, puisque je n'ai pas pu m'exprimer sur une réaction qu'avait tout à l'heure Vincent, que je peux comprendre, de se dire, mais finalement, on a le sentiment parfois, en particulier dans les grandes collectivités, que c'est les équipes administratives qui commandent. Alors ça, c'est un peu ce qu'on dit de Bercy. C'est probablement vrai à Bercy. Parce que pour entendre parfois nos ministres de l'économie réagir devant nous, on voit qu'ils sont dans la logique qu'on voudrait défendre et on se dit, c'est bon, ça va bien se passer. Sauf que quand ils retournent à Bercy, on leur dit, non, pas comme ça que ça se passe, c'est pas possible. Donc ça peut arriver dans les plus grandes collectivités, Vincent. Mais je crois qu'il faut faire confiance aussi aux maires, aux élus et leur rendre hommage, parce que c'est eux qui sont les animateurs, c'est eux souvent qui portent les idées au niveau de leur commune, et c'est eux quand même qui s'engagent dans la durée et qui portent la responsabilité donc des décisions qui sont prises. Donc ils ont des équipes, heureusement, pour les aider, pour les conseiller, pour mettre en œuvre la politique qu'ils ont décidée, mais le pouvoir, mesdames et messieurs, c'est quand même vous qui l'avez, et c'est très bien ainsi.
Oui, la commune nouvelle vient du principe de la loi Notré qui dit que ce qui est gros, c'est mieux. L'expérience nous montre que la fusion des régions, ça ne marche pas. Et la Cour des comptes l'a dit, ce n'est pas des économies, c'est des dépenses. Et comme tu l'as dit, la commune nouvelle, les gens s'associent par affinité, c'est comme un mariage. Et il faut laisser faire les gens. Et la France, c'est une géographie particulière. Il y a 36 000 clochers, il y a 36 000 communes, il y a 45 000 clochers. C'est une géographie qui ne ressemble pas à l'Angleterre, pas à l'Allemagne. Ne nous comparons pas. Et pour terminer sur la métropole, on dit toujours dans ce département que la métropole doit être une locomotive, mais je constate que la locomotive n'a pas de wagon. Moi, je pense que une communauté de communes, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et donc, c'est un outil qui doit servir les projets d'une équipe, donc le facteur humain. Donc, il faut que l'équipe soit volontaire et il faut qu'il y ait un projet commun. À partir du moment où l'équipe est volontaire et où je reviens à l'idée du projet, et donc qu'il y a un sens à faire une commune nouvelle et à regrouper finalement 1, 2, 3, 4, 5 communes, moi, pourquoi pas? Je fais confiance au sens des responsabilités des acteurs de territoire. Et pour le bien de la population du territoire, je pense que s'il y a un projet et qu'il y a une volonté commune, ça peut être quelque chose de positif. Et de la même manière, pour conclure, je dirais que, enfin moi, mon propos n'était pas de dire, voilà, de métropole. Je pense que on a besoin de métropoles forts parce que nos concitoyens et nos jeunes générations aspirent aussi à des synergies qui se retrouvent beaucoup et qu'on trouve dans les grandes métropoles. Mais que l'enjeu de nos générations et de nos générations d'élus aujourd'hui, c'est de bien négocier ce tournant, cette ère de transformation et de transition, et de faire en sorte qu'il y ait une fluidité demain entre le rural et l'urbain, parce qu'on voit qu'on a besoin du rural pour se ressourcer, pour s'épanouir personnellement, pour y développer un certain nombre d'activités qui ne peuvent bien se développer que dans le rural. Et on a aussi besoin d'une métropole pour nous ouvrir sur le monde, et on y aspire tous. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment l'enjeu, et finalement c'est l'enjeu passionnant de notre génération d'élus. On a beaucoup évoqué nos difficultés, mais on a aussi une très belle responsabilité qui est de bâtir les fondations de nos territoires de demain, et ça doit aussi nous enthousiasmer. Voilà. Le mot de la fin, Ludovic Rochette, pour conclure. 4 fois merci. Et puis l'espérance de vous retrouver, ou d'autres, à notre place, l'année prochaine. Et je voulais aussi remercier tous les maires présents d'avoir joué le jeu, d'être venus, d'avoir posé des questions. Je pense qu'on a besoin de plus en plus de ces dialogues. On a longtemps peut-être été chacun dans notre coin. Le lien, il faut qu'on le fasse de plus en plus. Je sais que vous le faites. Et nous aussi, ça tombe bien. Voilà. Je vous demande de les applaudir, mesdames, messieurs. Il y a Anne-Catherine Loisier, sénatrice, Rémi Delat, député, Alain Houpert, sénateur, Vincent Martin, le président de la FRTP, mené par, évidemment, Ludovic Rochette, le président de l'AMF 21. Voilà, on a été très heureux d'être en direct avec vous sur cette page Facebook Cité 21. On va se retrouver dans quelques instants avec d'autres invités, ici même. Merci beaucoup.